Notre mécontentement semble chronique. Dans les années 70, nous étions obsédés par l'environnement, le pessimisme du Club de Rome à propos d'une pénurie de ressources non renouvelables et la crise vers laquelle nous poussait la surpopulation à l'échelle mondiale. Ces problématiques ont ressurgi dans les années de croissance effrénée du nouveau millénaire, alors que la population excessive, la flambée des cours des matières premières, la mobilisation accrue de vastes populations et d'autres enjeux ont remis à l'avant-scène des questions fondatrices concernant la viabilité. Durant les années de stagnation après la crise, ces inquiétudes se sont portées sur les effets du vieillissement et du déclin des populations sur la croissance. Curieusement, l'un des phénomènes économiques les plus prévisibles, la population, s'est retrouvé au centre de débats animés à propos des politiques et des stratégies. Aujourd'hui, les zones affichant une faible croissance de la population semblent manifestement sous les projecteurs. Notre obsession actuelle à l'égard de la faiblesse économique nous a poussés, et avec raison, à déterminer l'importance de la population sur la croissance économique. Et tant que pilier fondamental de la croissance à long terme, la population est un élément économique essentiel. Il n'est pas surprenant, donc, que les analystes économiques soient les plus préoccupés par les économies où la main-d'œuvre est stationnaire ou en déclin. Dans l'histoire récente, le Japon a été le premier à se trouver en pareille situation puisque sa population a commencé à décliner au début des années 90. Plus tard, pendant cette même décennie, les pays de l'Europe occidentale ont emboîté le pas et, en général, les autres nations de l'OCDE ont pris la même direction. Ce mal ne touche pas seulement les pays industrialisés. La Russie voit aussi sa population décliner. Quant à la Chine, avec sa politique de l'enfant unique, sa croissance démographique est passée dans le rouge en début d'année. En toute logique, les économies abritantes une importante population devraient offrir les perspectives à court terme les plus éclatantes, mais cette attente serait un brin optimiste. La balance des inquiétudes penchant de toujours du côté de la stagnation. Cependant, des esprits avant-gardistes dressent la liste des prochains marchés et de manière générale, on y trouve des marchés à forte population. L'Inde est annoncée comme la prochaine Chine et par la taille de sa population, l'économie indienne mérite notre attention. L'Indonésie, dont la population atteint les 257 millions, est aussi dans la ligne de mire des analystes. Et la liste continue. Le Nigeria est de loin la nation la plus populeuse du continent africain, tandis que le Bangladesh, le Vietnam, le Mexique et les Philippines, entre autres, disposent d'une main-d'œuvre dont le monde peut tirer parti. Néanmoins, un élément distingue le contexte actuel de celui des années 70, la mondialisation. À l'époque, les populations étaient plus isolées géographiquement. Cette situation pesait sur les ressources locales destinées aux nations plus prospères et elle empêchait l'importante population de nations plus pauvres de prendre part au gros de l'activité économique. Aujourd'hui, l'économie a redéfini les frontières. Les activités transfrontalières transforment le potentiel de croissance et permettent d'intégrer pratiquement tous les acteurs désireux d'y participer. Les nations moins populeuses se tournent vers les pays à population plus dense et y investissent afin de garantir l'accès à cette précieuse ressource. En fait, l'investissement étranger visant la population active pourrait, à court et à moyen terme, se révéler une tendance dominante au sein de l'économie mondiale. Ceux qui s'inquiétaient de la surpopulation et de la pénurie des ressources peuvent donc être rassurés.
maintenant et sans doute pendant un bon moment. Avant la crise, les inquiétudes de pénurie ont fait monter en flèche les cours des matières premières. Cette conjoncture a attiré des investissements massifs qui ont entraîné la découverte de ressources si abondantes que les cours sont plongés à des creux inimaginables. Pour autant, les bouleversements liés à la population ne sont pas tout positifs. Dans les systèmes financiers, les régimes qui dépendent d'une croissance constante des populations sont à risque. Les responsables des régimes fiscaux de soins de santé et de retraite par répartition doivent faire preuve d'une ingéniosité toujours plus grande. De plus, le vieillissement de la population oriente la richesse vers des actifs de moindre risque, ce qui met en péril le rendement de ces actifs et la disponibilité des capitaux pour les entreprises plus risquées. La viabilité constitue un autre enjeu, surtout dans les zones ayant une population riche et à la croissance rapide. La Chine est un exemple moderne de développement rapide à court terme où la viabilité environnementale a été sacrifiée pour favoriser le maintien d'une croissance soutenue. Toutes les économies sous-développées recélant un potentiel de rapide croissance sont confrontées aux mêmes problèmes, dont les conséquences dépassent dans la plupart des cas de cadre local. Et comme beaucoup ne s'attendent pas à un retour imminent et précipité de la croissance, le niveau de préparation est sans doute lacunaire. Au bout du compte, la population est le plus important actif d'une économie et il semble que les pays les mieux nantis à cet égard seront en mesure d'encaisser les dividendes de la prime économique de la population lorsque nous serons libérés des entraves du passé et nous progresserons dans le nouveau cycle de la croissance. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.